Notre panel d'analyse, Vincent Marissal à Montréal, Michel Auger à Montréal, Daniel Lessard à Ottawa. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. La nouvelle vient de tomber. On ne devait pas parler de ça, mais on va en parler. C'est magique. Poste Canada qui recule, qui a vu, je le disais, qui a constaté, comme tous les autres Canadiens, qu'il y avait un changement de gouvernement à venir. Donc, le programme de boîte postale, vous les voyez à l'écran, communautaire, tout ça est suspendu. On met ça sur la glace. Premier tour de table, Vincent, ils ont entendu et ils ont lu le programme des libéraux, quoi. Oui, Denis Coderre va pouvoir ranger son marteau-piqueur. Voilà une chose réglée. C'est vrai que ça faisait beaucoup de critiques. Curieusement, les libéraux ont peut-être moins forcé la note là-dessus pendant la campagne électorale que le NPD, qui en a parlé beaucoup. Il y avait même une campagne d'affichage à un certain moment donné. Mais je pense qu'il est sage de la part de la direction de Poste Canada de reculer plutôt que de se trouver en confrontation évidente avec le nouveau gouvernement. Parce qu'on disait, Daniel Lessard, puis vous avez lu comme moi depuis plusieurs mois, on disait que c'était une logique économique, que le monde avait changé, puis que c'était plus rentable d'envoyer des lettres à la maison pour chaque maison. Est-ce qu'ils vont trouver une nouvelle logique ou ils sont obligés? Écoutez, la logique n'a pas changé, le contexte n'a pas changé. Poste Canada va devoir évoluer, va devoir changer ses façons de faire, que ça plaise ou pas. Tôt ou tard, on va y revenir. Ce que le gouvernement Trudeau va peut-être obtenir, c'est de temporiser un petit peu, donner l'impression aux gens qu'il remplit sa promesse, mais tôt ou tard, on va se rendre compte que la logique veut qu'on centralise la livraison du courrier et qu'on ne livre plus à chaque porte. Ça n'a pas d'allure, économiquement parlant. Je sais, Auger, on est rapide comme ça. Au niveau des relations publiques, c'est efficace? On n'a pas tellement le choix, comme le disait Vincent, mais on va peut-être regarder d'autres solutions qui auraient pu être sur la table et qu'un Poste Canada refusait de faire. Dans des quartiers centraux de grandes villes comme Montréal, comme Toronto, par exemple, aller porter le courrier une fois ou 2 jours ou 2 fois par semaine, ça peut tout à fait être fait et il n'y a rien de problématique là-dedans. La raison pour laquelle Poste Canada voulait ces boîtes communautaires, c'est pour les colis. Or, il y a peut-être d'autres façons de distribuer les colis. Par exemple, avoir des bureaux de poste. C'est le bureau de poste où moi, je vais chercher des colis. Là, il est à 2 km de chez moi. Moi, ça me dérange pas trop. Une personne âgée ou qui a de la difficulté à se déplacer, c'est très loin. Alors, il y a possibilité d'avoir des comptoirs un peu partout. Si les FedEx et les UPS de ce monde peuvent le faire dans chacun des quartiers des grandes villes, probablement que Poste Canada peut faire un petit effort. Mais on a l'impression aussi qu'il va y avoir une collaboration meilleure avec les municipalités, avec les autres ordres de gouvernement. La société d'État n'a plus le gouvernement dans le dos. La société des postes n'a plus le gouvernement dans le dos pour l'appuyer pour tout ce qu'elle faisait, là. C'est pour ça que je parlais de Denis Coderre en boutade, mais ça créait un réel problème avec plusieurs municipalités qui trouvaient que, même si sur le fond, elles étaient peut-être prêtes à en discuter, mais c'était de la façon dont ça se faisait. Les maires, puis les conseillers d'arrondissement ou les conseillers de village se retrouvaient soudainement avec des boîtes qui poussaient un peu partout. Ça se faisait sans consultation, puis là, on débarquait, on installait des boîtes comme ça. Et à Montréal ou dans d'autres villes, ça peut causer des problèmes. On sait que la population vieillit. Les gens vivent souvent dans des appartements à Montréal, vivent souvent des appartements au 2e étage. Vous avez vu comme moi, là, ça va revenir. Je ne veux pas vous déprimer, mais ça va revenir. Les trottoirs glacés, les rues glacées à Montréal. Moi, je circule beaucoup à Montréal à pied, puis j'ai toujours une pensée pour ces personnes âgées, les gens qui ont de la difficulté, qui auraient dû marcher pour aller chercher leur courrier, parfois à l'autre côté d'un grand boulevard. Bon, on peut peut-être s'asseoir, réfléchir à tout ça, puis refaire nos devoirs, ça sera pas perdu. Il y en a un qui n'aura pas ce problème-là de trottoir glacé à Ottawa devant chez lui, Justin Trudeau, le premier ministre. Le 24 Sussex, où il est né, ne sera pas sa résidence officielle. On a appris ça aujourd'hui. Donc, sa mère l'avait pas mal dit vendredi. Daniel Lessard, vous avez suivi ce dossier-là depuis très longtemps. Chaque premier ministre hésite à engager des millions pour rénover le 24 Sussex. Ça se fera enfin. Ben, écoutez, pouvez-vous imaginer 2 secondes que la Maison-Blanche ait besoin de travaux importants, qu'on ne les fasse pas, que l'Élysée, que le 10 Downing Street ait besoin de travaux importants, qu'on ne les fasse pas parce que ça coûte des sous? C'est évident que ça coûte des sous, sauf que c'est la résidence du premier ministre du Canada. C'est un édifice patrimonial. Ça devrait se faire. Je pense pas que les Canadiens vont hurler, sauter au plafond. Il y aura sûrement des gens d'une certaine droite fiscale qui enragent chaque fois qu'on dépense 5 cents à Ottawa, mais la logique
logique veut qu'on répare cet édifice-là. Il n'y a pas le choix. Seulement pour le chauffer, ça coûte 85 000 par année. Ça va coûter entre 12 et 15 millions pour le rénover. Ça va durer à peu près 25 ans. Ma seule inquiétude, c'est que si on confie les travaux à la CCN, la Commission de la capitale nationale, on devrait peut-être garder un coup d'œil sur les factures. Michel C. Il faut quand même faire une distinction. L'Élysée, le 10 Downing Street, la Maison-Blanche, c'est des lieux de pouvoir. Le gouvernement y siège. Le cabinet s'est réuni dans le cas de 10 Downing Street ou de l'Élysée. Rien de ça au 24 Sussex. C'est la résidence du premier ministre. S'il y a des dîners d'État, c'est pas là qu'il se passe. Alors, moi, bien sûr, c'est patrimonial, puis on doit le rénover et on ne devrait pas avoir à pousser les hauts cris parce qu'on va mettre le prix pour rénover une résidence historique. Cela dit, ce n'est pas la même chose. Nous sommes dans un système parlementaire. C'est à l'édifice du Parlement que le cabinet se réunit. Le lieu de pouvoir, il n'est pas là. Oui, mais c'est vrai qu'on hésite à rénover certains édifices patrimoniaux parce qu'on a peur des grosses manchettes le lendemain. Même chose pour l'avion. C'est combien d'années les premiers ministres ont voyagé avec un vieil avion qui fonctionnait bien, là, mais on n'osait pas mettre 10 sous pour des sièges un peu plus luxueux. Vincent? Vous vous souvenez du fameux Airbus qu'on appelait le Taj Mahal volant parce que M. Mulroney avait racheté des Airbus. Enfin, moi, je n'ai jamais trouvé scandaleux. M. Chrétien ne l'a jamais utilisé. Sauf une fois au pouvoir, effectivement. Là, on a voyagé là-dedans, Patrice, vous et moi, d'ailleurs, dans certaines missions commerciales notamment. Moi, ça ne m'offusque pas de savoir que le premier ministre d'un pays riche comme le Canada se promène dans un avion décent. Et on avait poussé des hauts cris, notamment parce qu'il y avait une douche puis un lit là-dedans. Si le premier ministre voyage là, toute la nuit pour aller en Inde, au Japon ou en Chine, moi, ça ne m'offusque pas. Au contraire, qu'il puisse prendre une petite douche puis se reposer puis arriver pas trop fripé là-bas. Quant à la rénovation du 24 Sussex, on pousse les hauts cris parce qu'on va dépenser de l'argent pour le rénover, mais quiconque possède une maison ou fait dans l'immobilier va vous dire que c'est la pire chose à faire parce qu'évidemment, en repoussant les problèmes par en avant, ça va être encore pire dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Une toiture qui a un petit trou, ça va. Quand ça coule de partout, ça fait plus. Alors, je ne sais pas pourquoi on se complique la vie à ce point-là pour des montants qui sont, à la fin, là, assez marginaux. Là. Et une anecdote, Patrice, sur l'avion du premier ministre. J'étais au premier voyage de Jean Chrétien à l'étranger quand il ne voulait pas utiliser le Taj Mahal. Il avait fait le voyage en Challenger, il n'y avait pas dormi personne. On est arrivé à un sommet de l'OTAN et quand on a décidé de frappe aérienne à un endroit où il y avait des casques bleus canadiens en dessous, bien, la délégation canadienne dormait à l'hôtel parce qu'elle n'avait pas dormi la nuit dans l'avion. Oui, puis le Taj Mahal, là, si on le compare aux autres avions des autres chefs d'État. Daniel, c'est pas très loin de chez vous, le Rideau Cottage. C'est où il va aller, c'est bien? On va le voir à l'écran. Bon, on le voit, c'est une très belle maison. Non, s'il ne veut pas l'habiter, j'irai avec plaisir. Non, c'est attenant à la résidence du gouverneur général, donc c'est très facile d'assurer la sécurité. C'est un édifice qui a été rafraîchi, peut-être pas rénové complètement, mais rafraîchi il n'y a pas tellement longtemps. Écoutez, c'est pas le 24 Sussex, mais c'est très bien. Inquiétez-vous pas. Bon, très bien. Ça, c'est réglé. On ne s'inquiète pas, mais je vais vous poser la question sur le leadership des conservateurs. Ça se met tranquillement en branle, il me semble. Il n'y a pas beaucoup de candidats. Daniel, vous allez me parler peut-être de votre ami en Beauce, M. Bernier, qui veut être chef, puis on verra. Mais c'est tranquille ou non? Le Baird a dit qu'il n'y allait pas, Vincent. Bien, pour le moment, il y a plus de gens qui se désistent préventivement. Il y a M. Charest aussi là, qui a pris soin là, de faire passer le message récemment que non, ça ne l'intéresse pas, il ne veut pas y aller. M. Mulroney avait fait une boutade, mais son nom avait circulé comme quoi peut-être il voudrait y aller. Là, il y a Baird, il y a James Moore aussi apparemment à Vancouver qui ça ne l'intéresse pas trop d'après ce qu'on commence à comprendre. Alors, ça ouvre la porte de plus en plus, j'ai l'impression, à Jason Kenney, qui, lui, depuis des années, fait beaucoup de terrain, s'est ramassé beaucoup de ce qu'on appelle des AOU. Là. En fait, il y a beaucoup de gens qui le connaissent. Son cardex est assez riche. C'est un jeune homme, il est parfaitement bilingue, il a pris des cours de français depuis 10 ans, il est très, très, très ambitieux. Et contrairement à d'autres, moi, je ne crois pas que sa vie privée pourrait éventuellement l'empêcher de briguer la direction du parti. On n'ira pas là-dedans ce soir. Non, on n'ira pas là-dedans. Mon Dieu. Daniel, est-ce qu'ils ont le temps, dans le fond? Est-ce que c'est pas ça que ça montre? Ils vont prendre leur temps? Oui. Il n'y a pas d'urgence. Hugh Segal, le sénateur, disait « Prenez 2 ans, prenez tout votre temps, refaites les débats de fond. Où veut aller le Parti conservateur? Quelle sorte d'orientation on doit lui donner? Et une fois que vous aurez fait ça, choisissez un leader qui est capable de vendre ce programme-là. Et il faut quelqu'un de nouveau. John Baird, ça aurait été une très mauvaise idée, trop associé à Stephen Harper. C'est même lui qui accompagnait Mme Harper dans les événements sociaux. M. Harper ne voulait pas aller. Beaucoup trop associé aussi à une certaine époque à Mike Harris et sa révolution du bon
bon sens. Ce genre de candidat, ce serait une erreur monumentale si le parti veut refaire son image, rafraîchir son image, revenir un tout petit peu vers le centre ou vers ces Red Tories qui ont fait les beaux jours des années Mulroney. C'est pas quelqu'un comme John Baird dont on a besoin. Jason Kenney, Vincent a raison, représente une image plus jeune, plus fraîche, associé à Stephen Harper, mais raisonnablement, très près des communautés ethniques. Je vous dis pas que c'est le meilleur candidat, je vous dis pas que c'est Bernier non plus, mais c'est ce genre de candidat qui a les meilleures chances de relancer le parti. Michel C., conclusion là-dessus? Ben d'abord, trouvons le chef intérimaire. Hein, c'est ça qui presse. Et là-dessus aussi, il y a plusieurs personnes qui semblent vouloir y aller. D'autre part, le PQ a parfois un peu le même problème. C'est un parti idéologique, lui aussi. À un moment donné, ils ont dit peut-être qu'on devrait se donner une sorte d'embryon de programme, savoir où on veut aller, nous, à la prochaine élection. Puis après ça, on prendra un chef qui va marcher avec ça, au lieu de prendre un chef d'abord. Et quand on parle, bon, est-ce que ça va être le retour des Red Tories? Est-ce que le parti va essayer d'aller plus vers le centre? Ou au contraire, est-ce qu'il y a des gens qui vont vouloir le tirer vers la droite? Ben, c'est peut-être pas durant la course au leadership qu'il faut régler ça, parce que ça peut faire des divisions très lourdes dans un parti. C'est peut-être avant, puis après ça, on choisit le chef. Très bien. Messieurs, merci beaucoup. Très content. D'ailleurs, je le dis en passant, ce panel-là va exister tout au long de l'année. Ça a commencé, puis c'est souvent comme ça, par un panel électoral, puis on y prend goût à cette analyse de la politique. Merci. On va vous retrouver, chacun d'entre vous, épisodiquement comme ça. Merci. À bientôt. Au revoir. Salut.